Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, Denis Gravouille, donc membre de la direction confédérale. Je pense que beaucoup de monde ici se connaît. On va essayer de pas forcément répéter ou se paraphraser les uns les autres, mais de donner quelques enjeux. Bon, les questions historiques, je laisserai à d'autres détailler. On a un excellent livre qui vient de sortir sur Ambroise Croizat d'Emmanuel de Foulois, je ne sais pas s'il est par là, qui permet, en ayant y compris fouillé dans les archives familiales, je suppose que Pierre on a parlé tout à l'heure, a été retrouvé, y compris le rôle qui est complètement minimisé d'Ambroise comme ministre. J'ai assisté, pour une petite anecdote, à certaines fois à des réunions au Conseil d'État où on nous parle de la sécurité sociale de Pierre Laroque. On ne va pas minimiser le rôle de Pierre Laroque, qui était un grand monsieur, qui a fait un gros travail, qui était un juif écarté de Vichy par les lois antisémites du régime pétainiste, et qui était un résistant. Mais minorer, faire disparaître Ambroise Croizat, non seulement c'est faire disparaître tout le boulot qui a été fait, mais c'est évidemment minorer l'apport politique de quelqu'un qui était député communiste, qui devient ministre et qui était responsable de la plus importante fédération de la CGT à l'époque, la métallurgie, avec je ne sais plus combien, je crois 700 000 adhérents, ce qui était énorme. Donc cette question-là de l'invisibilisation, je vais réussir à le dire, du rôle politique de la création de la sécurité sociale est un enjeu majeur que nous retrouvons encore aujourd'hui. Fabien l'a dit, le fait d'être dépossédé de la gestion, évidemment la gestion au sens prendre les décisions pour répondre aux besoins, c'est évidemment aussi un choix politique pour nous écarter, et ça s'est fait en plusieurs étapes, on l'a connu. Mais on reviendra peut-être dans les échanges là-dessus. Ce que l'on constate actuellement, par exemple, on vient de vivre une séquence dans laquelle on est toujours dedans, la réforme des retraites 2023. La réforme des retraites 2023, on est venu nous expliquer qu'il fallait absolument reculer une fois de plus l'âge de la retraite, alourdir également, accélérer le passage de la réforme Touraine à 43 annuités, ce qui à bien des égards est encore pire pour plein de monde que les 64 ans. Tous ceux qui ont fait un peu d'études et qui ont connu des années de chômage et de galère, de stages pas payés, par exemple, il y en a sans doute ici, les 64 ans ne sont pas accessibles, même avec 43 annuités. Bon, cette bataille sur les retraites, dont nous ne sommes pas terminés, puisque nous sommes complètement dedans en réclamant au nom de en intersyndical l'abrogation de la réforme, que Stéphane peut, ici présent, apporter un vœu le 5 juin qui a montré qu'il y avait une majorité quand on laisse l'Assemblée nationale voter. On a à la fois une majorité de l'Assemblée nationale, on l'avait en 2023, il y a eu un 49-3, on l'a encore plus en 2024 après la dissolution, et on l'a dans l'opinion publique puisque nous sommes largement les 2/3 des Français et des Français, quoi qu'il arrive, à dire non à cette réforme, et même plus de 60% à réclamer le retour à la retraite à 60 ans. Donc cette question-là existe, elle est dans le paysage et elle le sera jusqu'à ce qu'on ait gagné face à ce déni de démocratie. Ce qui est également dans le paysage, Fabien citait les 660 milliards de budget de la sécurité sociale, dont 400 milliards... C'est Victor qui me soufflait les chiffres il y a encore quelques semaines, donc je vérifie de ce côté-là. 400 milliards consacrés aux retraites. 400 milliards consacrés aux retraites, c'est une énorme somme qui échappe au marché. C'est ça qui est absolument odieux pour tous les vautours, ceux qui n'ont pas pu avoir leur mot en 1945 parce qu'ils étaient globalement discrédités par la collaboration, mais qui sont d'ailleurs en train de retourner vers une collaboration avec l'extrême droite, l'ensemble du patronat qui est en train de choisir son camp. L'histoire parfois semble se répéter, choisir son camp, et ça a été cité, le fait que par exemple on remette en cause la cotisation, eh bien remettre en cause la cotisation comme le fait le RN, c'est exactement ce que souhaitent les libéraux, ce que souhaite le patronat, c'est le contraire de la création de la sécurité sociale en remettant en cause le principe du salaire socialisé au-delà du financement. Et le principe du salaire socialisé, c'est évidemment qui est-ce qui le gère. Donc on voit bien qu'on a des vautours qui rôdent. Alors je vais faire un petit détour par l'assurance chômage qui n'a jamais été dans la sécurité sociale malgré les revendications qui ont pu être portées par la CGT. Elle a été créée en 58, l'UNEDIC a été créée en dehors de la sécurité sociale, confiée à ce qu'on a appelé le paritarisme. En gros, une
certaine collaboration de classe, on peut dire ça, entre le patronat et d'autres syndicats. Et puis, du coup, là, on se retrouve parfois à avoir plus de pouvoir dans le paritarisme qui a pourtant joue le beau rôle auprès du patronat que dans la sécu actuelle où on n'a plus aucun rôle sauf des rôles quasiment consultatifs dans les conseils. Mais ce rôle, il est quand même pas négligeable. J'y reviendrai après sur un sujet d'actualité qui sont les décrets que le gouvernement Bayrou a tenté de passer en loose day, juste avant de voir dégager. En tout cas, sur l'assurance chômage, j'ai fait un petit détour par là parce que même si ce n'a pas été dans la Sécu, la bataille de 2017, depuis que Macron est arrivé, ça a justement tenté d'empêcher la suppression de la part salariale de cotisation, ce qu'on appelle la cotisation salariale, qui a été remplacée par une part de CSG. Et immédiatement derrière, là c'est très visible, les gouvernements Macron ont dit « Ah puisque c'est de l'impôt, c'est l'État qui décide et on saccage les droits à l'assurance chômage ». Il y a eu 4 décrets successifs. On a échappé au 5e puisque Gabriel Attal a été obligé de le retirer le soir de leur défaite aux législatives. C'est la première décision qu'il a annoncée début juillet 2024. Et puis, il est en train de revenir par la fenêtre. C'était dans le plan Bayrou du mois de juillet, à nous imposer une nouvelle baisse. Alors, je vais terminer par quelques points. Quelques légendes urbaines. Ça a été un petit peu cité. Faire croire aux jeunes qu'ils n'auront pas de retraite. Ça, on entend ce marronnier très régulièrement. Ben non, vous n'aurez pas de retraite. Déjà, d'un point de vue des économistes le diraient mieux que moi, c'est déjà absurde parce qu'un pays dans lequel les retraités n'ont aucun revenu, c'est un pays dont l'économie s'effondre. Par contre, quel est le niveau de retraite que l'on garantit par un système mutualisé ? Quelle part certains veulent en prélever pour aller vers une portion de capitalisation qu'on nous présente comme étant un complément ? Ce n'est pas un complément, ce sera en moins sur la retraite par répartition. Ce sera en moins sur une retraite, y compris, on parle souvent de la retraite par répartition, mais on parle assez peu du fait qu'on veut non seulement une retraite par répartition, mais une retraite à prestation définie, une retraite qui ne baisse pas avec le temps. Je fais un petit détour par les États-Unis. Les métallos américains qui étaient en grève réclamaient 25% d'augmentation de salaire et une retraite à prestation définie. Ça, on l'a oublié, ça passait un petit peu inaperçu, mais nous, on l'a remarqué. Et donc, c'est autre légende urbaine, le trou de la Sécu. Alors, je ne sais pas si les plus âgés ici sont nés avec le trou de la Sécu, mais moi, j'ai l'impression que le trou de la Sécu, il existait avant ma conscience politique. Si le trou de la Sécu était si scandaleux, enfin, si un tel abîme, la Sécu serait déjà tombée dedans. Il suffit d'écouter des spécialistes comme Pierre-Louis Bras, ex-président du Conseil d'orientation des retraites, viré par Macron parce qu'il a dit que la réforme de 2023 ne réglait pas les questions de financement, ce qu'on constate aujourd'hui. Eh bien, il dit « non, ce système est parfaitement viable. On n'a pas de problème sur les retraites d'augmentation des dépenses majeures, mais on a un problème de recettes parce qu'on a détruit les recettes au fur et à mesure. Et là, il y a eu des choix politiques qui ont été faits. Alors, il y a des problèmes autres. Il y a des problèmes démographiques qui s'accroissent. Il y a des enjeux sur l'autonomie, sur la perte d'autonomie, où il faut financer des dépenses plus importantes. Mais ceci est relativement accessible dans une part de la richesse qui est nettement accessible. Et évidemment, le danger, c'est de baisser les dépenses, les recettes de la sécurité sociale. Troisième idée reçue, les chômeurs qui ne veulent pas travailler. Bon, voilà, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, ne serait-ce que parce que quand on est parentier, pour vivre, il faut bien travailler. Et puis, tous ceux qu'on rencontre, à moins qu'ils soient découragés par leurs conditions de travail, on croise que des gens qui ont envie de travailler parce que tout le monde cherche non seulement à vivre, mais la plupart du temps cherche un travail émancipateur. C'est évidemment grandiose que des assistés... des assistés, je le dis, au sens vivant de leur rente ou de leur héritage, viennent nous donner des leçons à nous qui ne pouvons vivre que notre travail. Et puis, dernier point pour terminer sur les idées reçues, cette opposition qui est entretenue. Alors on entend dire que maintenant, c'est la faute des retraités. C'est la faute des retraités si on est dans une situation compliquée. Bon, alors un coup c'est la faute des jeunes, un coup c'est la faute des retraités, un coup c'est la faute des chômeurs par rapport aux travailleurs, un coup c'est la faute des cadres par rapport aux ouvriers et employés, et puis en fait cette manœuvre de division, elle finit quand même par marquer quelques
quelques esprits. Or, on voit bien que le problème, c'est la répartition des richesses entre capital et travail. C'est bien cette question-là qui est posée et pour laquelle on essaie de détourner l'attention. Je terminerai par un point, c'est que dans l'étape dans laquelle on est de mobilisation, il y a quelque chose d'inattendu, même nous, je dois le dire, hein, à la CGT, au mois de juillet, on est parti en se disant, même au moment des annonces de Bayrou, que évidemment on allait tâcher de mobiliser à la rentrée. Mais on ne s'attendait pas à ce qui est le 10 septembre, le 18 septembre avec un tel niveau. Le 2 octobre, on va bien voir ce qui va en être. Et puis, il y a une colère qui s'exprime et une détermination qui est nouvelle. La colère, elle est là depuis déjà quelques années, depuis avant Macron et particulièrement depuis Emmanuel Macron. Mais là, il y a une détermination parce qu'il y a... Clairement, on est en train de voir se polariser les choses, et particulièrement sur la sécurité sociale, sur 2 projets de société. Est-ce qu'on veut une société solidaire, donc on mutualise par exemple de la sécurité sociale, ou est-ce qu'on veut une société de plus en plus individualiste ? Est-ce qu'on est dans une société où les inégalités continuent d'exploser, comme on l'a vu avec le rapport de l'INSEE, où on voit que le taux de pauvreté est en train de monter en flèche dans une grande part de la population, pendant qu'une petite partie accapare les richesses, et qu'on est revenu 50 ans en arrière en matière d'inégalité ? Ou est-ce qu'on veut une société d'héritiers ? Bon, eh bien, on va continuer à le défendre. Mais franchement, ce qui s'est passé dans les derniers temps, et on peut même rajouter au passage l'affluence à la fête de l'UMA et le monde, y compris sur nos stands, nous sommes dans une période où on peut reconstruire et où la mobilisation est en train de monter. Nous avons tous les moyens de les faire canner. Merci Denis. Bien évidemment, on reviendra sur ces questions dans le débat. Tu me permets juste, j'ai oublié un petit point, j'avais dit que j'en parlerais. Juste un petit point sur les décrets qui ont failli nous embourber. Il y a un certain nombre de décrets que nos représentants au Conseil de la CNAM, d'assurance maladie et dans d'autres instances ont vu passer et ont pu alerter sur le fait que le matin, le jour du vote de confiance, donc perdu par Bayrou, on essayait de nous passer un décret pour augmenter les franchises et participations. Donc, en gros, doubler les restes à charge qui existent d'une part sur les consultations médicales et sur les médicaments. Et donc ne nous refourguer une partie du plan Bayrou avant même qu'il ne soit voté. Le suprême cadeau, et c'est même pas une question d'argent, plus une question idéologique de cadeau à l'extrême droite, on a essayé de la même façon, ensuite, après que le gouvernement soit tombé, de nous refourguer une réduction de l'accès à l'aide médicale d'État, donc l'AME, qui permet à notamment des travailleurs sans papier, et encore pas tous, d'avoir une petite partie d'accès aux soins, ce que tous les médecins défendent parce que non seulement c'est des questions humanitaires, mais c'est y compris une question de santé publique. Les microbes, les virus ne vous demandent pas vos papiers pour vous attaquer. Ça avait été fait en Espagne, tenté en Espagne de réduire cette aide médicale d'État, et il l'avait vite rétabli devant les problèmes de santé publique. Donc là, on avait une illustration très concrète, à la fois des manœuvres et de ce que nous avons à défendre très concrètement. Merci Denis.